Merci, bonjour à tous. Juste 4 remarques que je voulais faire à Gabriela avant de commencer ma présentation. Premièrement, à propos des sites UNESCO, peut-être serait-il utile pour certaines régions soumises à la convoitise étrangère pour des questions de minéraux ou autres, de faire enregistrer un certain nombre de leurs paysages. Mais est-ce que ça va permettre d'arrêter ces guerres, ces troubles cachés, ou est-ce qu'au contraire ça va faire déclarer de véritables guerres officielles cette fois, puisque ce sera la seule voie possible pour les gens qui s'y intéressent? Concernant le texte des droits du monde, à l'article 1 où tu parles du droit d'exister, alors qu'en est-il d'un virus créé par l'homme? À partir de ce moment-là, aura-t-il le droit de continuer à exister? Et si on associe ça à un autre article où on s'interdit de créer, alors qu'en est-il du croisement entre 2 ou 3 poules différentes qu'on pourrait faire par la voie naturelle pour améliorer la qualité des œufs? Donc on voit bien comment c'est complexe. Une toute petite remarque pour le fœtus. En Corée, quand on a l'âge de 1 an. Et donc à 1 an, on a l'âge de 2 ans. Et on voit comment, effectivement, d'une culture à l'autre, la question juridique est déjà perçue différemment. Enfin, la nature n'est absolument pas violente. La nature est tout à fait non violente. Si on parle de loi de la jungle, en réalité, dans la vraie jungle, dans la jungle véritable, la loi de la jungle est tout à fait non violente. En fait, au sein d'une même espèce, on ne s'entretue pas. On se régule par comportement et on accepte avant la violence. Et c'est entre espèces différentes qu'on se consomme tout simplement. Et en fait, tout enfant remarque cela dès l'âge le plus jeune, mais on n'écoute pas les enfants. Voilà, donc ça c'était mes petites remarques. Donc je vais essayer de rester dans les temps. Donc je vous arrive de Suisse, siège de l'ONG, pays de mon origine également, mais je vais représenter une quinzaine de pays à travers le monde, sur les 5 continents, dont sont originaires nos différents membres actifs. Je vais essayer d'exprimer mes avis personnels sur le sujet au niveau technique, mais aussi les valeurs portées par l'ensemble de notre ONG. Alors c'est bien évidemment avec un immense plaisir et un certain honneur que j'interviens aujourd'hui parmi vous, parce que ce projet de droit du monde fait écho à 2 livres que j'ai écrits en 2001, en systémique, en gestion de la complexité, les idées du vivant pour l'un, et puis le manifeste épistémologique, la pensée du monde pour l'autre. Alors quand au sein de l'équipe de l'ONG on a pris connaissance de ce projet, on a tout de suite senti qu'il y avait derrière des enjeux stratégiques et on a pensé ce projet comme à la fois logique et défendable dans l'intérêt des peuples, des populations, dans l'intérêt des gouvernements, des villes, des collectivités locales, dans l'intérêt de l'économie, bien évidemment également, en fait dans l'intérêt de tous les êtres qui peuplent la planète en plus de nous. Et donc on a volontairement soutenu l'idée de ce colloque et j'espère que d'autres auront lieu, parce qu'en fait on va voir que c'est loin d'être terminé. Bon, alors de cette idée de droit du monde, on est passé aujourd'hui à l'idée d'une déclaration, pourquoi pas même d'une convention internationale des droits du monde. Cette convention donnerait des droits fondamentaux à tous les habitants de la planète, qu'ils soient vivants, animaux, végétaux, ou dits inertes, comme les ressources minérales par exemple. Cette proposition est aussi ambitieuse qu'elle peut paraître logique. Si le renard a bien un droit ancestral de consommer du lapin, il n'a pas reçu l'autorisation, en termes d'évolution darwinienne, de faire disparaître la population totale des lapins. Sinon, il va disparaître avec. Et il en va de même pour l'homme. Ce qui peut répondre à des questions que certains juristes ont posées hier par rapport à ce sujet. Mais d'autres questions se posent, autant symboliques qu'anthropologiques, méthodologiques ou encore qu'en termes de prospective. À qui peut servir un tel projet? Pour quelles raisons réelles derrière on accepterait de le mettre en œuvre? Et comment pourrions-nous porter un tel projet? Et puis avant, n'y aurait-il pas d'autres priorités plus urgentes à faire avancer d'abord, telles que les droits de la femme, les droits de l'enfance, le droit de l'alimentation, tout simplement le droit à vivre en paix? Toujours est-il que durant ce colloque, on a pu se poser de bonnes questions et qui font avancer, je pense, la problématique, mais on a aussi tourné parfois autour du pot de questions qui étaient très très mal formulées, voire qui ne se posaient pas. Alors, l'un des intérêts de ce projet de convention des droits du monde,
et qui nous amène à se questionner avec distance. On va être obligé de prendre de la distance vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres êtres en présence sur cette planète, et planète que nous partageons avec eux. Distance aussi sur le plan temporel, par exemple par rapport à des questions historiques, techniques, qui sont des questions fondamentales, qui vont peut-être nous amener à devoir changer de positionnement ou de posture. Je vais prendre un exemple de question historique, tel que je l'entends ici, le labour. Aujourd'hui, tout le monde laboure, alors que le labour appauvrit le sol. Et tout ça part d'une immense incompréhension de départ, puisque la première fois qu'un sol a été labouré, ça faisait des milliers d'années qu'il s'était enrichi. Et on a continué ensuite à labourer, voulant retrouver ce succès d'origine. Et des erreurs comme ça, l'humanité en est truffée. Et je pense que c'est l'occasion, pas ou jamais, mais en tout cas c'est une très bonne occasion de se reposer ce genre de questions. Puisque même les traitements phytosanitaires qui appauvrissent une monoculture sont une sorte de torture appliquée aux végétaux, bien évidemment. Alors il y a un autre enjeu qui transcende encore de loin le projet, outre se reposer les vraies questions, c'est aussi de proposer des vraies solutions et pas des patchs ou pas des demi-solutions qui ne sont que des innovations directes. Il va falloir à un moment donné passer à des innovations schématiques. Mais passer à des innovations schématiques, ça va demander aussi de travailler, de concevoir différemment. Autre avantage tout à fait intéressant de cette idée de convention et des concepts qu'elle véhicule, c'est le repositionnement anthropologique qu'elle provoque ou qu'elle va provoquer. Pendant longtemps, notre anthropocentrisme nous avait laissé dans l'ignorance de ce qu'était réellement l'univers. Mais pendant ce temps, nous ne polluions pas. Nous respections la vie qui nous entourait et dont nous savions être complètement interdépendants. Puis là, une remise en cause de cet anthropocentrisme. La Terre n'est pas au centre, mais elle tourne autour du Soleil. Le Soleil n'est pas au centre lui-même, il tourne autour de quelque chose d'autre, etc. Et alors, à ce moment-là, on a commencé à comprendre qu'est-ce qu'était l'univers. Et paradoxalement, l'homme, qui n'était plus au centre de tout, se mit à vouloir tout de suite. Un peu comme s'il disait si, je veux rester au centre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'occasion de revenir un peu au milieu de ces deux extrêmes, de retrouver une sorte d'anthropocentrisme conscient et une sorte d'anthropo-excentrisme un peu plus responsable que jusqu'à maintenant. C'est en tout cas, on l'a vu depuis 2 jours, une question que nous amène à nous poser tous individuellement ce projet de convention, puisqu'on a tous eu à un moment donné besoin de se positionner par rapport à ce qu'elle veut vraiment nous dire. Alors avant, il y a encore d'autres questions bien plus concrètes et immédiates. Donc par exemple, j'y étais venu tout à l'heure, les droits fondamentaux tels que les droits humains, le droit à l'alimentation, les droits à l'enfance, le droit à la santé, et donc c'est bien là un droit fondamental, le droit à vivre en paix, sans guerre. Tous ces droits ne sont-ils pas plus importants que les droits du monde, ou en tout cas prioritaires? On pourrait sérieusement poser la question. En fait, à la racine de tous ces droits, on va trouver le droit à l'existence. Et le droit à l'existence, qui se traduit par le droit à l'alimentation, le droit à la paix, etc., on en parle depuis hier déjà un petit peu, puis beaucoup aujourd'hui. Et en fait, on le retrouve dans les droits du monde. Donc on peut effectivement se rendre compte que les droits du monde pourraient nous rendre service et nous permettre de réaliser encore plus vite, peut-être, le droit à l'alimentation, le droit à vivre en paix, et peut-être même, pourquoi pas, résoudre des guerres ou en éviter. En tout cas, les droits du monde nous amèneront à être beaucoup plus cohérents avec nous-mêmes, c'est-à-dire être congruents. Et il est possible que ça permette de faciliter ou d'accélérer un certain nombre de projets internationaux relatifs à ces nécessités dont je parle. C'est aussi une formidable bulle d'oxygène qui est donnée à la communauté féminine, puisque, je ne sais pas si vous le savez tous, mais au début du néolithique, pendant que les hommes allaient à la chasse, c'est vrai que c'est les femmes qui avaient eu le temps d'apprivoiser les animaux qui aujourd'hui font partie de l'élevage, et c'est ces femmes qui avaient la notion du temps, parce que c'était leur condition physique qui le leur permettait, et qui ont pu relever les cycles végétaux et apprivoiser également les végétaux et permettre l'agriculture. On
on a fait disparaître cette information, consciemment ou inconsciemment. Et aujourd'hui, la déesse est devenue un dieu. Mais la protection de tous les autres êtres existants sur la Terre pourrait tout à fait être un projet qui pourrait nous être repris, puisqu'en l'occurrence, il y avait une majorité d'hommes aujourd'hui et hier, par les femmes, et être porté par la communauté féminine. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais souligner que les populations végétales et les populations animales, puisqu'elles sont imbriquées dans un écosystème complet, devraient être respectées par les êtres humains et par les pays, de la même manière que devraient être respectées les grandes rivières qui traversent plusieurs pays à la suite. Puisque donc, même si des oiseaux migrateurs passent dans un pays, à ce moment-là, on peut se poser la question de la possibilité de les chasser ou pas, puisque des pays avant ou des pays après en ont besoin dans le maintien de leurs équilibres. Et ce genre de régulation internationale n'ont pas lieu alors qu'elles auraient tout à fait besoin d'avoir lieu. Et voilà. Et en fait, je pense aussi par rapport à ce qui a été dit hier au niveau juridique, au niveau des niveaux de droit qu'on peut donner en fonction de l'intelligence, qu'il est absolument inconcevable pour moi personnellement de donner des niveaux de droit différents en fonction d'un critère ou d'un autre. C'est-à-dire que tout être, on le sait au niveau systémique, au niveau de la discipline académique de l'écologie, que tout être qui fait partie, tout objet, tout existant, tout paramètre qui fait partie d'un système, s'il disparaît, va bloquer ou transformer le système, aussi insignifiant soit-il. Et donc, on a beaucoup parlé des baleines, on a beaucoup parlé des primates, mais est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas parler beaucoup des végétaux, beaucoup des minéraux et des virus, des levures, hein, des bactéries? Parce que si elles disparaissent, on va disparaître avec. Et la communauté scientifique a beaucoup avancé ces derniers mois et années sur ce sujet. Le monde des bactéries vient de faire un bond en avant phénoménal au niveau académique. Et on se rend compte qu'on est très très loin de le maîtriser et qu'on a peut-être encore plus besoin d'elle que ce qu'on pense. Donc voilà, on vient de voir qu'en fait les droits du monde permettraient de rendre service à tous les habitants de la planète, y compris donc humains, hommes, femmes et enfants, sur les autres droits et prérogatives. Mais à un moment donné, on va devoir se poser la question sur quelles seront les raisons réelles et les propres à chacun qui vont nous faire accepter ce projet. Parce qu'on l'a vu dans le passé, hein, quand une compagnie de transport routier décide de prendre un système écologique, c'est pas pour des raisons éthiques ou écologiques, mais pour des raisons économiques et de meilleurs gains d'argent. Mais donc tant mieux. Au final, ils ont pris ce choix écologique. Pour l'esclavage, ça a été pareil. Hein, ça a été porté sur des arguments éthiques, mais en fait, ça a été décidé d'abolir l'esclavage pour des arguments politiques et économiques, et absolument pas éthiques. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faudrait voir quels autres arguments qui ne seraient pas éthiques seraient plus efficaces pour faire aujourd'hui avancer une idée comme celle des droits du monde? Dans ce qui est écologique, on l'oublie souvent, mais finalement, il y a ce qui est écologique. Logique. Et je pense que c'est là-dedans qu'on pourrait fouiller, parce qu'à un moment donné, il y a des éléments pondérables qu'on peut apporter à des décideurs, mais il va leur servir que c'est à nous de travailler pour leur expliquer en quoi c'est dans leur intérêt et en quoi on va vers un monde beaucoup plus agréable, beaucoup plus facile, beaucoup plus... qui apportera beaucoup plus de bénéfices s'ils vont dans la direction des droits du monde. Voilà, donc le truc c'est qu'évidemment on est tous individuellement intéressés par ce sujet, et quand on est chef d'une grande entreprise, on se dit intéressé par le sujet et on rajoute donc pour l'instant on va continuer comme ça parce que c'est comme ça que ça marche. Et je crois que ça va être à nous d'apporter des éléments extrêmement pédagogiques, extrêmement éducatifs, extrêmement simples, voire même des outils. Et je me demande même si, plutôt qu'une convention des droits du monde, on ne devrait pas proposer des outils des droits du monde.
Alors, peut-on encore imaginer que les droits du monde puissent permettre de remettre au premier plan des sagesses sacrées et ancestrales que nous avons abandonnées? Alors, par sacré, je ne parle évidemment pas de religion, mais bel et bien de ce qui prime par devant tout le reste. L'eau devrait être sacrée. Tout animal, tout végétal, tout minéral, champignon, levure, bactéries, virus, qui nous apportent des ressources, c'est-à-dire en fait tout, devrait être sacré à nos yeux. Paradoxalement, les peuples dont tous les individus ont conscience du sacré sont souvent les plus libres d'imposture intellectuelle, qu'il s'agisse d'impostures intellectuelles de type politique, philosophique ou encore spirituel. Et tous les endoctrinements existent. Endoctrinements religieux, endoctrinements politiques, endoctrinements économiques, endoctrinements sociaux, alors même que toutes les religions, toutes les réflexions politiques, toutes les formes d'économie peuvent aussi bien ne pas faire l'objet d'endoctrinement. Tout est donc une question de respect de soi-même, de respect de l'autre et du respect du libre arbitre de chacun. Les droits du monde peuvent-ils donc être utiles pour diminuer le nombre d'impostures intellectuelles et le nombre d'endoctrinements qui circulent actuellement sur la planète parmi les êtres humains? Les sagesses ancestrales qui ont le sens du sacré sont souvent des spiritualités agnostiques. L'animisme est souvent une forme de spiritualité agnostique, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Est-ce que l'on peut imaginer que les droits du monde puissent servir à mieux respecter dans le quotidien tout ce qui nous entoure? Mais je parle de certaines sagesses ancestrales qui sont en accord avec cette idée des droits de tous sur Terre, être humain ou pas. Alors que, comme le disait hier à ce même colloque un autre intervenant, de nombreuses cultures millénaires sont en contradiction sincère avec une idée telle que les droits du monde. Peut-on alors imaginer que ce concept puisse servir à être un creuset de rencontre de toutes nos cultures vers un consensus réel et qui serait un consensus cohérent avec notre situation d'aujourd'hui? Ce qui signifierait pour certains à revenir vers d'anciennes sagesses et pour d'autres à faire la paix avec les autres habitants de la planète. Cette idée de droit du monde pourrait-elle servir à ce que l'humanité, qui n'a bientôt plus peur, qui n'a bientôt plus peur d'avoir froid, qui n'a bientôt plus peur d'avoir faim, parce que ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais on s'en approche. Est-ce que cette idée des droits du monde pourrait-elle servir à ce que l'humanité puisse enfin faire la paix avec son environnement, qu'elle ne perçoit plus comme hostile? De la même manière que diverses populations et cultures passées, ou actuellement à certains endroits de la planète, ont été ou sont en harmonie et en paix avec leur environnement. Ou encore, les droits du monde pourraient-ils permettre de mieux vivre en cohérence avec les modèles fondamentaux de la vie, ou lois fondamentales? Ces lois, ces règles ou ces modèles systémiques, selon comment vous voulez les appeler, devront être compris et mis en conscience si l'on veut réussir la mise en œuvre des droits du monde. Et cela peut être au grand profit, et cela peut être un grand profit pour soi-même. Car toute meilleure compréhension par le maximum de monde de ces règles qui sous-tendent l'écologie naturelle, dont nous faisons partie, sera toujours un grand bénéfice. Maintenant, les questions qu'il faut se poser reviennent aux différentes manières de mettre en œuvre un tel projet pour qu'il réussisse. Non pas qu'il réussisse à exister, car ce n'est pas ce qui est important d'avoir enfin cette convention ou cette déclaration, mais qu'il réussisse à enfin laisser la paix aux autres habitants de la planète. Parce que c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. Un danger possible toutefois. Sous prétexte de protéger les végétaux et les animaux, se pourrait-il que certains proposent de réduire rapidement le nombre d'êtres humains habitant la planète? Il me semble évident qu'il ne faudra jamais défendre les droits d'existence des uns aux dépens du droit d'existence des autres. Un pacte de paix, passé avec les autres habitants de la planète, me semble une bonne démarche, mais il faudra alors passer par un vrai lâcher-prise et accompagner des comportements décisionnaires basés sur beaucoup plus de sagesse. Par ailleurs, il y a de nombreux paramètres à prendre en compte si l'on veut réussir l'implémentation d'un tel projet. Par exemple, l'un de ces paramètres est un obstacle essentiellement conceptuel de savoir si, oui ou non, nous pouvons nous permettre d'émettre des droits pour autrui, à sa place et sans lui demander son avis. Sujet qui a fait grand débat hier, par exemple. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Est-ce qu'on veut signer un accord de paix avec les baleines autour d'une table ou est-ce qu'on veut tout simplement les laisser en paix? Qu'est-ce qui est important? De savoir si on peut philosophiquement donner des droits aux animaux et aux végétaux ou bien de faire cesser les effets négatifs de nos actes.
Ce que nous voulons, c'est que ces actes négatifs cessent. Alors, dans ce cas, si nous désirons avancer, peut-être qu'il ne faudra pas fabriquer un ensemble de droits pour ces autres êtres existants sur la planète, si cela semble impossible, mais plutôt publier et ratifier un engagement collectif à propos de ces autres êtres existants sur la planète. Bien sûr, cela peut porter le nom de Convention internationale des droits du monde, mais dans son fond comme dans sa forme de mise en œuvre, ne faudrait-il pas alors que ça soit un texte d'engagement plutôt que des éléments juridiques? Et d'ailleurs, les gouvernements pourront tricher avec un tiers qui les surveillerait, mais ils ne pourront beaucoup moins facilement tricher avec eux-mêmes s'ils se sont engagés eux-mêmes, à un moment donné, comme un individu face à sa glace. Autre paramètre à prendre en compte, les effets inverses que provoquent les trop petits changements. Quand on veut changer un système et qu'on apporte des petits changements, ces changements ne sont pas assortis de l'ensemble de l'environnement qui sont nécessaires et ils ne peuvent pas proposer mieux. Donc le système se renforce puisque ça démontre que la preuve, cette innovation ne marche pas. Donc il faut beaucoup plus d'innovation, soit plus nombreuse, soit plus grande, et c'est un risque que d'y aller partiellement. Voilà, donc tout ça, il faudra le piloter, l'animer, le coordonner avec des échéanciers, et détailler et ensuite l'opérer. D'autant plus, il faut le savoir, que tout système refusera un nouveau système. Ça, c'est une règle naturelle qu'on trouve dans l'écologie. Ensuite, ce que je voudrais vous dire également, avant de terminer et de passer aux questions, c'est qu'à un moment donné, il va falloir passer par l'éducation. Ok. Donc on va passer par l'éducation, c'est quelque chose qui a été abordé seulement cet après-midi pour la première fois, alors que je crois que ça fera beaucoup plus de bon effet que des règles. On a parlé de bibliographie existante, mais pas assez. Je crois qu'il y a beaucoup de ressources qui existent. Par exemple, le nouveau référentiel éthique d'un organisme tel que l'Union internationale pour la conservation de la nature, et toutes les autres références qui ont pu être citées récemment, qu'il va falloir aller chercher également. Voilà, donc j'ai dit à peu près l'ensemble de ce que je voulais dire. On se rend compte qu'on a beaucoup d'extrêmes, et je pense que c'est un avantage de ne pas agir trop vite, de peut-être faire des colloques sur chaque continent, parce que je ne crois pas qu'aujourd'hui on soit en mesure d'avoir représenté ce que pensent toutes les autres sociétés, et suite à l'ensemble de ces colloques, à ce moment-là, faire émerger un projet qui concerne vraiment la totalité des cultures et des peuples. Voilà, à vous la parole. Nagyon szépen köszönjük.